Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous installer à Bouillon? Les raisons, elles sont nombreuses, elles se définissent pas si facilement. La raison la plus profonde, c'est certainement un amour irrépressible de la terre, enfin de la nature, disons. Bon, chaque fois que je suis en ville pour trop longtemps, et trop longtemps, c'est souvent quelques jours, je souffre de ne pas retrouver la campagne, de ne pas faire le jardin, de ne pas remonter une murette. En fait, j'ai gardé un rythme manuel de travail au champ. Bon, je l'ai perdu un certain nombre d'années malgré moi. Ça, c'est le problème majeur du créateur. Effectivement, il y a toujours une fin mercantile au bout du rouleau. Vous créez, mais un jour, il faut vivre. Oui, bien sûr, beaucoup de créateurs doivent se poser la question. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis et ils font un peu tampon entre la société que je ne connais pas, enfin les galeries, les collectionneurs éventuels, et moi. Ils m'aident beaucoup, ils me soutiennent et je me sens plus confortable avec eux, si vous voulez. Mais effectivement, c'est un doute permanent et on se remet sans cesse en question. Il y a une activité de démarchage qui vous fait perdre beaucoup de temps, en fait. Parce qu'à l'inverse, par exemple, de Yves Simon, à l'inverse de Jean Perrier, ou même de Bernard Tournefier, de Brindosier, je veux dire, c'est une aventure vraiment qui comporte des risques, parce que si personne ne vient à vous, il faudra bien que vous alliez à ceux qui un jour achèteront vos sculptures. Oui, vous avez raison. Hein? Vous avez raison. Je crois qu'un artiste ne peut pas travailler que pour lui-même. Il a besoin d'un public, que ce soit un chanteur, que ce soit un explorateur, que ce soit Bernard quand il fait ses beaux paniers à fromage. Effectivement, il en a besoin et au départ, coûte que coûte, et ça coûte beaucoup, je peux vous le dire, il faut aller au-devant des gens qui créent le marché de l'art et qui ne sont pas des tendres, croyez-le. Il faut non seulement aller à Paris, en France, mais il faut aller en Suisse, en Allemagne, où les gens sont peut-être un petit peu plus évolués sur le plan culture, tout simplement, enfin, sur le plan de l'art en général, ou de l'artisanat d'ailleurs. Il n'y a pas grosse différence. Alors je parlerai moins peut-être pour ces sculptures-là, mais surtout pour celle-ci. J'espère qu'on la voit bien à la caméra. Et je voudrais savoir quel est le lien entre le sculpteur que vous êtes et l'objet sculpté. À vrai dire, il y en a tellement qu'il n'y a pas de réponse possible. Si l'écrivain exprime ce qu'il a en lui... Oui. J'espère qu'on la voit bien parce qu'elle est vraiment très belle. Je la trouve très belle, personnellement. Oui, ben j'ai vraiment un goût immodéré pour la nature. Je veux dire que j'ai plus de passion pour les choses que pour les gens, peut-être. C'est mon problème aussi. Là, je l'ai senti depuis toujours, cet arbre. Je l'ai vu vivre. C'est un vieux noyer qui est près de l'abbaye, qu'on a vu tout à l'heure. Il est venu comme ça. En fait, il y a aussi côté matériaux à manipuler. Je peux pas faire un arbre, puis j'ai pas envie de faire un arbre. Les arbres dans la nature, ils sont tellement beaux qu'il faut les laisser là où ils sont. Et ça, c'est mon ami l'arbre. J'avais envie de faire un jour quelque chose pour mon ami l'arbre. J'ai fait cet arbre. Alors, lorsqu'on se trouve dans un village comme le vôtre, en Bourgogne, qu'on est sculpteur, est-ce qu'on est également tributaire des modes? Vous n'avez pas la télévision, je suppose. Vous n'avez pas la radio. J'ai des amis dans le hameau qui vivent avec la télévision. Oui. Leur longue soirée d'hiver. Mais chez vous, non, vous n'avez pas. Moi, j'ai pas de télé. Bien, alors est-ce que vous êtes tributaire de la mode ou des modes? Mais vous êtes tributaire de la mode à partir du moment où vous voulez absolument faire partie d'une école où en fait, vous êtes tributaire de cette mode à partir du moment où un critique ou un journaliste ou des journalistes vous prennent en main et vous définissent comme tel. Et je me garderai bien de ça. Si je dois m'en sortir avec ma sculpture, je m'en sortirai, mais sans l'aide des littéraires qui finalement font les manuels. Enfin, font l'image des manuels, et ça, c'est dommage. Alors, Robert Séguineau, votre vraie vie rêvée, c'est celle qui se trouve là-bas, en Bourgogne, et à travers votre sculpture? Franchement. Oui, mais en fait... C'est pas un petit détour pour arriver à autre chose? C'est vraiment la ligne droite? Du rêve à la réalité, il y a des gens qui font bien la césure. Moi, je ne la fais pas. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours manipulé des matériaux. Plus ça va, plus je les manipule, et j'en fais maintenant pratiquement toute ma vie avec ça. Mon rêve, je le réalise au jour le jour, comme un bon artisan moyen, c'est tout. Je vous dis bonne chance. Merci. Voilà, alors le monsieur qui est à notre gauche, c'est Fabrice Bardot. Fabrice Bardot qui a écrit un livre, La pharmacie du bon Dieu. Voilà, je vous le montre. Et dans ce livre, Fabrice Bardot, il y a combien de plantes? Il y a près de 500 recettes 500 et recettes, environ une centaine de plantes. Combien? Environ une centaine. Une centaine de plantes. Alors, la plus connue à la moins connue? C'est par ordre alphabétique, essentiellement. Oui. Alors, la plus on connue? commence par absinthe et on finit à violette.
Et puis, bon, bah, par exemple, puisqu'on est dans la Bourgogne, là, je pensais parler de la vigne, à tout seigneur, tout honneur, qui est un spécifique des problèmes de la circulation, notamment des problèmes du retour d'âge, de la ménopause, et qui est un grand régulateur. Il faut dire que les médecins s'intéressent de plus en plus De plus en plus, non aux seulement plantes. les médecins, mais également les grands laboratoires qui recherchent de nouvelles molécules à base de plantes médicinales, bien sûr. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des plantes de la région de Brin-d'Osier, c'est-à-dire la région de Sancerre. Alors d'abord, il y a un lierre, un fameux lierre, c'est le lierre quoi C'est le lierre terrestre. Le lierre terrestre. Le lierre terrestre qui est une petite plante qui fait des fleurs bleues de la famille des labiers, comme lavande et autres, que l'on trouve sous les endroits ombragés et qui est vraiment une plante fantastique pour soigner les bronchites, pour soigner l'asthme, pour soigner la toux, et on obtient des guérisons remarquables avec ça. Et puis il y a la pervenche aussi. Et Moi je puis, me il y a la rappelle pervenche, avoir cueilli les effectivement. pervenches. Mais pas du tout pour me faire des tisanes, parce que je trouve que ça fait de très jolis bouquets. C'est très de fleurs. joli, en effet. Ça a de belles feuilles luisantes, la petite pervenche notamment, en opposition à la grande pervenche, mais que l'on trouve, elle, en Afrique. Et de cette petite pervenche, on tire actuellement, puisque c'est un précieux stimulant, c'est également très très bon contre le diabète, c'est également précieux aussi pour le système pulmonaire, mais c'est un oxygénateur cérébral, c'est-à-dire que dès le retour d'âge, et en particulier vers 50-60 ans, des infusions, notamment de pervenche, donnent une nouvelle verdeur psychique, disons. On s'en sert actuellement et on fait des recherches très importantes comme antimitotiques, c'est-à-dire sur les tumeurs. Et puis à Sancerre, qui dit Sancerre dit bon vin naturellement, et qui dit bon vin dit feuilles de vigne. Alors les feuilles de vigne, on n'en fait pas du vin, mais on en fait des infusions. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, la feuille de vigne est utilisée très spécialement pour les problèmes de la circulation du sang. Il y en a une autre encore Et de plantes puis en dernier, effectivement, on a la berce. Qu'est-ce que c'est La berce que l'on trouve dans la région, qui est un peu comparable à la feuille d'acanthe et à l'angélique. Et la berce, les graines, on les met à macérer dans du vin et on obtient un puissant stimulant, très tonique. On lui donne même, et à juste titre d'ailleurs, des propriétés aphrodisiaques. Bon, alors je voudrais vous demander, parce que l'autre jour, vous nous avez parlé de l'infusion de thym, qui rendait, disons, euphorique, qui rendait optimiste C'est exact. et de bonne humeur. Alors, je ne citerai personne, mais je connais quelqu'un qui a essayé. Mais malheureusement, cette personne m'a dit, j'ai cru véritablement boire de l'eau avec de la terre. Enfin, ça s'est arrêté là, ça n'avait aucun goût. Bien écoutez, Vrai ou faux? ça c'est certainement un des problèmes peut-être des plantes qui sont passées, parce qu'on peut acheter des plantes chez le pharmacien ou chez l'herboriste, si elles ont 2 ou 3 ans, ça n'a absolument plus aucun goût. Mais je vous garantis que si vous faites une infusion de thym fraîchement récolté, ou même des plantes de l'année, vous avez une boisson remarquable. Mais en pharmacie, par exemple, les plantes qui sont vendues, ce sont des plantes fraîchement En règle récoltées. générale, ce sont des plantes qui ont quelques mois, tout au plus, et qui sont de bonne aloi. Et pour être absorbé, ça demande d'être sucré, très sucré. Oh, c'est une question de goût, mais en règle générale, on utilise les plantes que l'on fait en infusion avec du miel, de préférence, ou avec du sucre, ou sans sucre si l'on préfère. Et je le disais l'autre fois, il est tout à fait souhaitable de remplacer le café au lait du matin, qui est une hérésie, par l'infusion de thé. De thym. De thym, pardon, De thym. qui est un stimulant et un euphorisant. C'est tout à fait exact, mais ça, on ne le constate pas en 8 jours, on le constate au bout de 15 jours, 3 semaines. Bon, Fabrice Bardot, je vous remercie et je rappelle encore rapidement, voilà, ici à cette caméra, La pharmacie du bon Dieu, c'est un livre donc de recettes, Qui est paru chez Stock. qui est paru chez Stock. C'est vous qui avez donné le nom de l'éditeur, j'avais oublié de le faire. Yves Simon, je voudrais revenir à toi là pendant quelques secondes. Lorsque tu sors un 33 tours, est-ce que ça ne te gêne pas ou est-ce que ça ne t'ennuie pas un petit peu que les producteurs de radio ou de télévision ne s'attachent sur 10 ou 12 titres qu'à un seul titre et que ce titre soit passé mais sans cesse sur toutes les antennes? Ça me gêne et ça me gêne pas. Ça me gêne dans la mesure où effectivement j'ai travaillé sur un album et j'ai travaillé pendant 2-3 mois sur 10 chansons effectivement. Ça me gêne pas dans la mesure où c'est plus facilement identifiable dans la mesure où il y a énormément de disques qui sortent, les gens sont saturés d'informations et je pense que c'est des fois un bien d'attirer l'attention sur une seule chanson, c'est un peu plus simple. Bon, en tout cas, il y a une chanson qui recueille véritablement tous les suffrages, c'est Les Fontaines du Casino. Tu veux bien nous la chanter? On va t'écouter. Yves Simon, Les Fontaines du Casino. On l'applaudit. Ma mère chantait les feuilles mortes devant notre porte. Et dans un vieux poste à galère,
traînait l'âme des poètes devant les fontaines du casino, devant les fontaines du casino. Mon père s'occupait des machines, des trains, des Michelin. L'hiver on volait du charbon qu'on ramenait à la maison. Devant les fontaines du casino, devant les fontaines du casino. La boule tournait pour les tangos, les samedis soirs au casino. Je jouais les balles sur ma guitare et je rêvais d'être une star. Devant les fontaines du casino, 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 devant les fontaines du Dis-moi Yves, je rappelle quand même que tu es auteur et compositeur de toutes tes chansons, hein? Ça, je crois que c'est une chose qui était à dire. Et puis tu pars pas parce que j'aimerais bien qu'avant que cette émission ne se termine, tu nous interprètes une chanson qui a déjà un certain âge, les Gauloises bleues, d'accord? Hein? Tu pars pas, tu restes? Ok. Parfait. Alors, les beaux jours approchent, vous serez d'accord avec moi, oui, je sais, il fait un tout petit peu frisqué, mais si vous avez regardé quand même, les cerisiers sont en fleurs, ils s'en mitouflent, disons, à travers le soleil. Alors, je ne sais pas, dans quelques temps, vous aurez peut-être envie d'installer dans votre jardin une table de jardin fabriquée par vous. Voici des idées, regardez. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la fabrication d'une table roulante de jardin en contreplaqué d'extérieur. Pour cela, nous vous proposons un matériel élaboré, mais vous avez la possibilité de faire ce travail avec un matériel X. Eh bien, le Parlez CTBX, comme James Bond maintenant, hein. Bon, alors, le CTBX, c'est un contreplaqué de qualité extérieure qui est labellisé par le Centre technique du bois à Paris, qui est l'organisme qui régit tous les fabricants de panneaux. Donc ces panneaux sont testés et éprouvés par un test de vieillissement accéléré qui tente à donner ce label si on résiste à cette épreuve de force. Alors par exemple, est-ce que la table que vous avez réalisée peut rester dehors sous la pluie, sous la neige, ou est-ce qu'il faut la rentrer, sinon l'humidité va travailler Non, sur ce absolument, contreplaqué? absolument, on la laisse à l'extérieur. La seule chose qui risque de travailler, c'est la peinture. Vous savez que les meubles de jardin, on les repeint pratiquement tous les 2 ans. Oui, puis ça amuse Si la les peinture enfants, est de bonne enfin, ça les qualité. distrait. Mais un contreplaqué de qualité extérieure, vous le laissez des années dans l'eau ou aux intempéries, il ne bougera absolument pas. Car la différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est la classification des essences de bois qui entrent dans sa composition et les colle qui le lie. Bon, alors par exemple, là, il y en a plusieurs, là, il y en a Oui, beaucoup. là, c'est un contreplaqué d'importation, c'est du boulot de Finlande, il est très Je très le montre. chouette, voyez-vous. Oui. Mais il y a Mais- plusieurs plaques, là.
Il y a plusieurs Le collages. contreplaqué veut dire plusieurs plaques. Oui, il y a eu plusieurs collages. là, Plusieurs c'est bien, on plaques est et bien d'accord. les plis sont perpendiculaires à chaque fois. Donc il y a toujours un nombre impair de plis dans du contreplaqué. Bon, est-ce que, par exemple, ce contreplaqué est plus difficile à travailler, à scier que l'autre? Parce que je le sens, il est très, Non, très dur. absolument Non pas. Absolument pas. Le nombre de plis n'importe peu. Ce qui compte, c'est l'épaisseur du bois. Lorsque l'on travaille du bois avec un outil quel qu'il soit, c'est surtout l'épaisseur qui compte. Il est évident qu'avec la petite scie sauteuse que vous avez vue, 19 mm, 20 mm, 25 mm grand maximum vont suffire. Mais après, il va falloir employer un matériel de professionnel, une scie à ruban avec une lame fine, puisqu'il s'agit de champ tourné, donc arrondir un champ. Il faudra un outillage un peu plus perfectionné. Mais alors là, vous parlez pour ceux qui sont outillés, mais si par exemple, moi je n'ai qu'une scie égoïne chez moi, je Une peux pas cigogne, travailler. vous allez faire des travailler parties droites. Oui. Il vous faudra, à ce moment-là, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une scie sauteuse comme vous l'avez vu, il faudra vous payer ce qu'on appelle vulgairement une scie à voleur, qui est communément appelée scie à guichet Avec chez les un marchands manche, d'outillage, oui, comme ça. mais elle est très effilée, très pointue. Oui. Elle va vous permettre de faire des arrondis. Mais il faudra reprendre ça à la râpe et après à la lime, parce que cet outil ne vous permettra pas de faire une découpe franche. Bon, on peut tout faire donc avec ça. Avec du contreplaqué, tous les travaux extérieurs, on peut les faire. Bardage, on arrive même à faire des silos pour les grains et autres travaux de ferme. Conclusion, Pierre. Conclusion, eh bien, tous les travaux à extérieur, ou alors salle de bain, cuisine, utiliser du contreplaqué extérieur. Et vous avez également dans la gamme des contreplaqués extérieurs des contreplaqués décoratifs, ce qui ne gâche rien. Bien. Pierre Alors, Bourou, oui, vous avez un petit plan à nous montrer. qui est diffusé par l'Office de diffusion et d'application des contreplaqués. Mais ça, c'est le petit plan, je rappelle, de la table de la que petite vous table, avez voyez, fabriquée. on hein. la voit très bien. Voilà. On est là, on est là. Oui, mais là, elle est trop Ah, oui, pardon. Alors, les roues en l'air, là. Attention, elle va prendre un coup de ça. Pas facile, hein, Non, quand voilà. on n'est pas Et bricoleur. de l'autre côté. Et de l'autre côté, allons-y. Non, ici, là, alors vous avez la découpe. Voyez-vous, avec toutes Ah bon, les il y a codes qui tout. vous permettent de trouver l'arc. Bon, c'est parfait, vous rappelez Alors, l'adresse? Eh bien, ils nous écrivent et nous transmettrons et nous leur enverrons ce petit plan. Parfait. 17 rue de l'Arrivée, etc., comme d'habitude. On vous dit dans 15 jours. Attends 15 jours. Au revoir Pierre Bourru, Au revoir. merci. Maintenant de retour sur ce plateau avec André Bourrin et ses invités. André, je suppose que vous avez déjà salué l'homme de lettres et pas occasionnel qui est à ma droite, Mais Yves Simon, 3 livres. Ici, 3 livres. Trois livres. D'abord Les Jours en couleur, Ouais. ensuite L'Homme arc-en-ciel, et ensuite Transit Express, qui d'ailleurs a repris sa route. Hein. Alors il est tout à fait normal qu'il soit dans une émission littéraire. Et de l'autre côté, il y a Dominique Frémy, qui lui est l'homme de Quid. Mais nous en parlerons tout à l'heure. Car vous êtes musicien et romancier, mais il y a des choses plus extraordinaires. Il y a des couturières, par exemple, une couturière qui était romancière. Oui, bon, oui, on a découvert cette couturière à la suite d'un concours qu'avaient organisé Jean Carrette et Jean Dominique, qui voulaient que les gens du troisième âge, les retraités, etc., montrent de quoi ils étaient capables aussi. Ils savaient parfaitement qu'ils étaient capables de quelque chose. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, ça donnait un concours où il y a eu 750 manuscrits à peu près, et l'on a couronné un livre d'une femme de 82 ans, Jeanne Marcel Moreau, son livre s'appelant Misère de misère. C'est un livre grave C'est un non, c'est Non, pas au un livre contraire. grave, c'est un livre très gai, très charmant. Plein d'humour. On a cru que c'était Ouais. un jeune auteur. On a cru que c'était un jeune auteur. D'ailleurs, vous allez la voir, et cette vieille dame, eh bien, parle beaucoup. Elle a voyagé énormément dans le monde car son mari était officier, et voilà ce qu'elle m'a raconté. Misère de misère. Quel est le Misère nom de cette Jeanne Marcel Moreau? Publié chez Lattès. Eh bien, on va la découvrir. On va la découvrir. Jeanne-Marcel Moreau, quand on écrit un livre, un premier livre à 82 ans, et qu'on obtient pour ce premier livre un prix littéraire, est-ce qu'on a l'impression de vivre une aventure extraordinaire? Et oui, on a l'impression de vivre une aventure extraordinaire, parce que, après tout, c'est extraordinaire. Vous aviez tout de même le désir de gagner un prix, puisque vous avez participé à ce concours. Ah oui, je participe au concours avec l'espoir de gagner. Comment avez-vous écrit ce livre, Misère de misère? Eh bien, je l'ai écrit parce que j'avais vu qu'il y avait un concours à l'âge et la vie, et alors j'ai dit, ben, tu vas faire un concours. Et comme j'avais déjà les personnages, je les ai posés sur mon livre, en brodant un peu, évidemment, et alors c'est comme ça que j'ai écrit le livre, mais sans penser que ça pouvait vraiment... En fait, je l'ai fait pour gagner le prix. Parce que chez moi, ils faisaient toujours des concours, ils ne gagnent rien. Alors évidemment, j'ai dit, je vais essayer de le faire.
Mais ces personnages, il fallait tout de même les agencer les uns avec les autres. C'est bien de connaître des personnages, mais ça ne fait pas une histoire. Vous avez inventé une histoire. Eh ben non, non, j'ai pas inventé l'histoire. Vous voyez, j'avais des personnes que j'ai connues. J'ai toujours beaucoup écrit et développé ce que j'écrivais. Alors pour moi, ça n'a pas été très long. 3 semaines, 1 mois m'en suffit. Alors vous écriviez toute la journée? Ah oui, j'écrivais le soir. Le soir? Le soir. Il a bien fallu que je me dépêche pour arriver à le faire. Vous aviez dit autour de vous que vous écriviez ce livre? Non, je ne l'ai dit. Non, personne ne le savait. Il n'y a eu que mon fils qui l'a su en dernier. Parce qu'il a été obligé de me taper, je ne sais pas taper à la machine. Alors il a été obligé de me le taper, mais personne ne le savait. Tout le monde savait que j'écrivais, m'ont toujours vu écrire toute ma vie, mais ils ne savaient pas que je faisais un concours. Qu'est-ce qu'il a dit, votre fils, quand il a vu ce manuscrit? Et il m'a dit, tu veux que je tape ça? Et tu veux faire le concours? J'ai dit oui. J'ai dit, je veux faire le concours, tape-le. Tu n'as qu'à le taper, tu verras bien. Ce livre, c'est une sorte de conte de fées, en somme. Non, comment le voyez-vous, votre livre? Mais je vois mon livre, ces personnes que j'ai mis dedans, je les ai connues. Qui était Cheyenne, par exemple? C'est le héros du livre, c'est ce garçon qui court après le bonheur, après l'amour, et qui finalement... Oui, et bien remarquez que c'est une personne que j'ai connue. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Eh bien, dans la vie, il cherchait lui aussi à vouloir monter, à vouloir se perfectionner et tout. Mais alors, franchement, il n'a pas eu le bonheur, il a été malheureux, en dernier. Et les cuillères? Ah, les cuillères, c'est parce que j'aimais beaucoup le cirque. J'aimais beaucoup le cirque parce qu'autrefois, quand même, c'était une distraction que maintenant, on y fait moins attention parce qu'on en a trop. À ce moment-là, on en avait très peu. Et j'ai toujours aimé le cirque. Les paysages, le décor du livre, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont les paysages que vous avez connus aussi. Eh bien, c'est un peu partout, vous voyez. Je crois que ça peut aller partout. Cette plantation, qu'est-ce que c'est que cette plantation? Ça, c'est des plantations que j'ai connues à Saïgon. Alors, j'ai un peu tout mélangé, je l'ai un peu situé partout, parce que mes personnages peuvent vivre partout. Est-ce que vous aviez déjà rêvé d'être écrivain? Non, non. Je n'avais pas l'idée, il a fallu vraiment des circonstances comme ça pour que j'écrive. Mais vous écriviez tout de même déjà un petit peu, parce que... Oui, c'est ça, vous dites dans une interview que vous preniez des notes sur vos voyages, etc. Oh oui, j'ai toujours écrit, même depuis... J'avais même pas 15 ans que j'avais commencé à tenir mon journal. Parce qu'autrefois, on ne savait que faire, on tenait le journal. Et quand j'ai fait des voyages, alors là, j'ai continué. À tenir votre journal? À tenir mon journal, à écrire mes impressions de voyage, les gens que je connaissais, que je voyais, leur façon de vivre et tout. Pourquoi est-ce que vous faisiez ça? Pour mon plaisir en moi. Parce que, je sais pas, j'aime écrire. J'aime lire, j'aime écrire. Et alors, je sais pas, pour moi, c'était tout naturel. Est-ce que ce journal, vous l'avez montré à quelqu'un? Ah non. Non, je ne l'ai jamais montré. Non. Mes enfants savaient, parce que je le prenais sur un cahier d'écolier. J'écrivais sur ce que j'avais. Alors, ils savaient que j'écrivais tout le temps, mais ils ne savaient pas que je faisais le livre. Mais ces cahiers, ces journaux, vous les avez gardés? Ah oui, tous? Ça, je les garde, oui. Est-ce que vous les relisez? Des fois je les relis. Mais je n'ai pas tant besoin de les relire, je me rappelle. Vous avez beaucoup voyagé. Quelles impressions conservez-vous des voyages que vous avez faits? Qu'est-ce que ça vous a appris, tous ces voyages? Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris qu'il y a d'autres pays où l'on vit autrement qu'en France. Et remarquez que c'est fascinant de voir tous ces pays. Vous étiez intrépide. Et oui, parce que du temps où j'ai fait ces voyages-là, il fallait l'être un peu. Vous dites que vous avez été la première femme à être en avion au-dessus du désert de Palmyre. Ah oui, oui. C'est vrai, parce que c'était un avion militaire, et c'était un avion de 1914, que je suis partie, et vous savez, c'était plutôt un peu émotionnant. Comment voyagez-vous? De toutes les façons. On voyageait d'abord en bateau pour aller très loin, et après, ma foi, c'était le chameau, ou une araba, ou n'importe, comme je voyageais en Syrie. Vous êtes allé en Syrie, vous êtes allé en Chine, oui. En Inde, au Tonkin. Oui. Vous avez y laissé votre vie là-bas? Oh, oui. Je n'y ai pas pensé. Je n'y pensais pas. Vous voyez, on ne pensait pas au danger qu'on courait. On se défendait, un point, c'est tout. Et vous étiez avec votre mari et vos enfants? Mon mari et mes enfants. Et les enfants suivaient? Mes enfants m'ont suivi partout. Et vous n'aviez pas peur que pour eux ce soit dangereux ou... Je n'y pensais pas. Je n'y pensais vraiment pas.
Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit de livres, de vrais livres, je ne parle pas du journal que vous tenez, mais de vrais livres sur vos voyages? Ben, je pense que les voyages d'autrefois n'intéressent plus le monde de maintenant. C'est tellement commode de voyager maintenant. Alors je pense que c'est, comme j'ai voyagé, ça ne les intéresse plus. Oui, mais vous auriez pu les écrire autrefois, ces livres, au moment où vous avez fait ces voyages. Oui, mais voilà, il a fallu que j'attende d'avoir 82 ans pour avoir le temps d'écrire. À ce moment-là, je n'avais pas le temps de faire un livre. Alors je pense que ce livre vous a donné le goût d'écrire, l'envie d'écrire d'autres livres. Ben oui, je suis en train de continuer. Ah. Je suis partie, alors je continue. Qu'est-ce que vous écrivez maintenant? Ben maintenant j'écris un peu moitié roman, moitié policier, un peu... policier roman. Vous aimez les romans policiers? J'aime beaucoup les romans policiers. Lesquels lisez-vous? Quel auteur? J'ai lu Agatha Christie, que j'aime beaucoup. J'ai lu... Bon, mais plus non. Enfin, je lis des romans policiers vraiment qui me plaisent, vous voyez. Et alors là, quand je tiens un livre comme ça, eh ben, je le lis jusqu'au bout. Et quand c'est la nuit, eh ben, tant pis. J'éteins ma lampe le matin, je me lève. Vous me dites que vous aimez beaucoup lire. Qu'est-ce que vous lisez? Je lis un peu de tout. J'en ai que je préfère, mais je lis un peu de tout. Par exemple? Les voyages. Les livres de voyage? Ah, les voyages. Ben, les voyages de l'autre côté de l'Atlantique. Vous voyez, ces voyages-là, ces civilisations-là m'ont toujours fasciné, moi. Plutôt que les romans? Oui, plutôt que les romans. J'aime bien les romans aussi. J'en lis beaucoup, je lis tout le temps. Est-ce qu'il y a un auteur que vous aimez particulièrement? Ah, j'aime Hemingway. Hemingway? J'aime beaucoup, parce qu'il me parle des voyages et des aventures, et j'aime ça. Extraordinaire, Mademoiselle Moreau. Hein. Extraordinaire, Mademoiselle Moreau. Il faut rappeler le titre de son livre. Oui, alors on va rappeler le titre. Misère de misère, prix littéraire, L'âge et la vie, publié chez Lattès. Voilà, je vous passe devant, pardon. Eh bien, elle ne figure pas encore, je pense, Dominique Frémy dans le Queen, mais vous voyez, elle a une œuvre importante à écrire, par conséquent, certainement, un jour, vous la mettrez dans... Sûrement, ça nous annonce d'autres œuvres. Voilà. Sûrement dans le Queen un jour. Alors, comme œuvre, celle-là, c'est une œuvre de poids. Ce Quid 77, c'est comme un enfant qu'on voit grandir d'année en année, qui prend de la force, qui prend de l'importance. Et il est né, cet enfant, il a maintenant... Il est né, le premier Paris en 1963. 1963, oui. J'aurais aimé vous l'amener, mais il est devenu introuvable. Tiens. Parce que j'en avais encore chez moi, et tout le monde me le prend à titre de souvenir. C'est un petit livre, vous savez, tout petit, qui était jaune, il était jaune. C'est cela. Il était broché, et il contenait très peu de choses, à mon avis. Et maintenant, il a tellement grossi qu'il correspond à peu près à 5 fois l'ouvrage qu'il était au début. C'est pas mal. Mais alors, au début, justement, comment avez-vous eu l'idée de faire un livre, une sorte d'encyclopédie dans laquelle on trouve traités tous les sujets, la littérature, la musique, la médecine, l'administration, les voyages, l'histoire, le droit, enfin bon. En fait, c'est simple. J'ai écrit Quid parce que j'avais besoin d'un ouvrage comme ça, je ne le trouvais pas, et j'ai pensé que beaucoup d'autres personnes pouvaient avoir besoin de cet ouvrage. Alors vous avez dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il faut d'abord aimer ce qu'on fait, et y participer, le vivre entièrement. Et ma femme et moi, puisque nous écrivons cet ouvrage ensemble, nous avons vécu entièrement. Ah, mais ça, je crois qu'il n'est pas trop de deux pour écrire un livre pareil. Non, maintenant nous sommes entourés de beaucoup de personnes parce que c'est devenu très gros comme ouvrage. Mais au début, vous étiez tous les deux. Au début, alors nous étions tous les deux. Vous vous êtes assis à votre table avec votre femme en face de vous et vous avez dit on écrit Quid. Pas exactement comme ça. Enfin, disons, j'ai commencé quand j'étais petit. Je collectionnais beaucoup de choses sur des petits bouts de papier. Je recopiais tout ça pour pouvoir coller un peu les grandes personnes. Et puis ensuite, plus tard, j'avais toujours des carnets chargés de petits renseignements. Et un beau jour, en recopiant ces carnets, je me suis dit, mais ça somme de recopier ça d'une année sur l'autre, pourquoi ne pas le publier? Et c'est comme ça que l'idée de Quid est venue. Et déjà, vous collectionniez des renseignements sur beaucoup de sujets. Enfin, je dis pas tous les sujets, mais tout de même, c'était pas seulement la littérature ou la musique. Oui, parce qu'en fait... je trouvais qu'autour de moi, beaucoup de gens avançaient très souvent des vérités sans absolument aucune preuve, sans chiffres, sans rien. Et ça m'amusait de pouvoir les contredire, disons. Alors on fait un bond en avant, de 15 ans, on se retrouve en 1977 avec quelque chose vraiment de beaucoup plus complet. Alors là, vous n'êtes plus deux à faire ça.
Non, là, en fait, nous ne sommes plus deux, mais ça s'est fait d'une manière empirique. Disons, j'ai recruté quelques collaborateurs, et puis surtout, j'ai su créer, avec ces collaborateurs, autour de nous, un réseau d'informateurs très important. Ça représente maintenant plusieurs milliers de personnes en France et dans le monde entier, auxquels nous écrivons régulièrement pour demander leur opinion sur les différents sujets que nous pouvons traiter. Des renseignements de tous ordres, des renseignements extraordinaires. À propos de littérature, par exemple, eh bien, les écrivains qui sont le plus rapides. Alors, il y a 2 écrivains américains, dont je n'ai pas retenu les noms, mais 2 écrivains américains dont l'un a écrit 7 romans à la fois, prenez-en de la graine, Simon, 7 romans à la fois, et un autre écrivain, qui est mort d'ailleurs pas très longtemps, qui avait écrit 2 romans en 1 semaine. Vous voyez, alors vous, 2 semaines et demie, votre œuvre, 1 semaine et demie, votre œuvre était faite. Mais le Quid ne dit pas si ces romans étaient bons. Non, ça c'est au lecteur de faire son opinion. Bon, alors comment choisissez-vous les sujets que vous abordez dans ce dictionnaire, dans cette encyclopédie? Eh bien, en fait, pour faire Quid, il ne faut pas mener une vie de bénédictin. Il faut voir beaucoup de monde, il faut lire beaucoup de journaux, il faut discuter dans la rue avec les gens s'il le faut, il faut beaucoup voyager. Les idées viennent comme ça. Oui, les idées, mais pour les réaliser ensuite. Pour les réaliser, on peut écrire Quid un peu comme on fait du yoga. C'est qu'il faut beaucoup réfléchir à ce que l'on fait. Il y a un sujet, on dit qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet, on voit tous les aspects, on fait un plan, et puis après ça, il faut remplir les blancs du plan. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que trouver des sources qui peuvent vous fournir la matière. Je pense que vos lecteurs vous écrivent pour vous donner des idées, pour vous dire je n'ai pas trouvé ci, je n'ai pas trouvé ça, vous voudriez parler de ceci, vous devriez parler de cela. Oui. Je reçois en fait des milliers de lettres par an de lecteurs qui sont contents, mécontents, ou de toute façon ils apportent toujours quelque chose, des suggestions. Beaucoup voudraient qu'on parle entièrement d'un sujet qu'ils apprécient. Il faut choisir entre tous ces sujets. Ce n'est pas très facile, toujours. Il doit y avoir quelquefois des suggestions tout à fait saugrenues. Il y a quelquefois des suggestions saugrenues. Puis de toute façon, comme toute... le diamètre d'un œuf de poule ou... puis surtout, il y a beaucoup de questions au sujet des concours. Alors c'est là où les questions deviennent très souvent saugrenues. Mais je les discerne assez vite quand même, ces questions de concours. Parce que la même semaine, les lecteurs ne se rendent pas compte, mais je reçois quelquefois 30 ou 40 lettres ou 50 lettres quand le concours a du succès, posant la même question. Et alors là, évidemment, vous voyez très bien... Mais c'est des demandes très gentilles. Ils me proposent même de partager leurs gains si je leur fournis la réponse. Jusqu'à là, jusqu'à la compromission. Jusqu'à la compromission. Jusqu'à la compromission. Bon, mais alors, d'autre part, quels ont été les sujets qui vous ont donné le plus de difficultés? J'imagine qu'il y en a qui doivent être beaucoup plus difficiles. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est peut-être parce que je n'y connais rien, mais les mathématiques modernes, certaines découvertes scientifiques, est-ce que ça, ce n'est pas tout de même des domaines? Non, ça, c'est pas tellement difficile. Les sujets les plus difficiles, c'est peut-être les données politiques, économiques, sociales que l'on donne sur les différents pays. Parce que beaucoup de pays n'ont pas de statistiques. Ensuite, beaucoup de pays n'aiment pas tellement donner des renseignements sur eux. Alors, ça demande quand même beaucoup plus de doigté. C'est certainement là-dedans que les sujets sont plus difficiles. Et puis ensuite, il y a une autre section qui est très difficile, c'est la section consacrée aux vedettes. Parce que alors là, les vedettes, je les cite, je dis ce qu'elles font, mais je n'arrive très souvent pas à trouver leur âge réel. Et alors là, c'est une section très difficile qui demande beaucoup de recherche. C'est la coquetterie, ça. Quand vous parlez des vedettes de théâtre, de music-hall, etc., vous ne parlez pas des vedettes littéraires. Non, les vedettes littéraires, en général... leur âge? Oui. Il y en a quelques-unes qui le cachent quand même. Mais ce sont surtout les vedettes de la scène, de l'écran, qui cachent leur âge par coquetterie, ou quelquefois même par intérêt, parce que si elles n'avaient pas... on avait plus de 18 ans au moment de leur lancement, ça serait beaucoup moins prodigieux, donc on les rajeunit. Vis-à-vis des fans. Vis-à-vis des fans, oui. Ils font des taches d'encre sur leur pièce d'identité, c'est bien connu. Voilà. Et alors, qui utilise le quiz? Qui vous lit? Enfin, qui vous consulte, plus exactement. Écoutez... Moi, je peux vous dire que oui. Bon. Non, mais c'est un instrument de travail. Je dirais que c'est déjà un instrument de travail. Et pour faire le métier que l'on fait, c'est vrai, on se réfère quelquefois à ce livre comme celui-là. Je ne vous fais pas de la publicité, je le dis parce que c'est vrai. Et puis aussi, c'est très amusant. Il faut reconnaître que c'est très, très amusant parce qu'on découvre... On se croit follement intelligent. Enfin, au contraire, si on assimile tout de suite les choses... On se très sot en lisant un livre comme celui-là. Si l'on assimile tout de suite, on dit que je sais de choses, ou alors au contraire... que de choses j'ignore. Mais vous voyez, en fait, vous parlez de mon public, finalement, à l'heure actuelle, Quid est vendu à plus de 300 000 exemplaires par an. Comme à peu près 4 personnes le lisent, ça fait 1 200 000 Français qui ont vu Quid 77. Et
c'est extrêmement varié comme public. Je vois ça par les lettres que je reçois. Disons, toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées. Dans les sections d'âge, on peut dire que les jeunes ont beaucoup plus mordu à quid peut-être que des gens plus âgés. Disons que sur 100 personnes, peut-être il y a facilement 60% de jeunes. Alors que va être le quid 78 maintenant? Ah, le quid 78, disons qu'il est déjà bien en route. Parce que dès qu'un quid paraît, je me remets au suivant. Mais je ne peux pas dire ce qu'il sera, je le sais finalement qu'au dernier moment. Je tiens compte de l'actualité, je tiens compte de beaucoup de choses. Alors il doit y avoir des événements qui perturbent tout d'un coup, une révolution dans un pays, une guerre qui éclate ailleurs, une invention scientifique extraordinaire. Oui. Je vis un mois d'août très difficile et j'en fais vivre un très difficile à mon éditeur, mon imprimeur, parce que jusqu'au dernier moment, je corrige sur les épreuves. Et ça, c'est dramatique en édition, parce qu'on me dit, mais vous allez retarder la sortie. Mais je dis, mais il faut parler de cet événement. Oui, mais d'autres vont se produire dont vous ne pourrez pas parler. Enfin, je vois, par exemple, pour 77, nous avions réussi à mettre le gouvernement Chirac, qui est arrivé juste la veille du jour où je l'ai mon bois tiré. Et puis, j'ai parlé de Carter, mais je n'ai pas pu dire à ce moment-là qu'il était élu. J'ai dit qu'il était en très bonne position, mais les élections, évidemment, n'avaient pas encore eu lieu. Alors, ça vous angoisse beaucoup, tout ça? Oh, pas trop. Pas trop. Non, vous avez le sourire, rendez-vous pour je voudrais demander à monsieur si l'index a été amélioré. Parce que c'est vrai, quelquefois, il ne suffit pas de chercher un mot pour trouver ce que l'on désire dans votre quid. Il faut aller plus loin que ce mot. Alors, est-ce que vous avez fait une amélioration sur le plan de l'index? Écoutez, c'est un des problèmes les plus délicats de ce type d'ouvrage. Il n'existe pas dans le monde, à ma connaissance, d'ouvrage et un index aussi important que Quid. Il y a dans Quid, je crois, près de 50 000 mots-clés à partir desquels on essaye de trouver quelque chose. Mais comme je l'explique, au début de l'ouvrage, si je devais mettre par exemple le nom de tous les gens qui sont cités dans Quid, pratiquement il faudrait un deuxième index, un deuxième volume, enfin, où il n'y aurait que l'index. À ce moment-là, le livre, on ne pourrait pas emporter Quid comme ça facilement. Mais effectivement, il faut quelquefois faire un petit effort. Si on se dit, tiens, je ne trouve pas tel écrivain péruvien, bon, ben, on cherche à Pérou, peut-être qu'on verra Pérou écrivain, n'est-ce pas? Mais si vous le cherchiez par son nom, peut-être que vous ne le trouveriez pas. Mais je l'explique ceci en tête de l'index. Je sais que c'est quelquefois un petit peu ennuyeux quand même. Merci. Bien. Eh bien, je crois que notre ami Jacques Jobert, va nous parler de nouveautés, de nouveaux-nés. J'ai d'abord un léger reproche à adresser à Dominique Frémy, c'est que dans son livre à l'article édition, il ne donne pas de statistiques sur les collections de poche, statistiques générales. C'est un petit peu dommage parce que l'édition en format de poche fait à peu près un quart du volume de l'édition française, c'est-à-dire dans les 80 millions de volumes. Alors j'espère que dans le quid 1978, la lacune sera comblée. Maintenant, il y a une autre question que je voudrais savoir. Je crois que vous donnez certains tirages. Est-ce que vous donneriez par exemple les tirages d'un poète comme Jacques Prévert qui vient de mourir? Bien sûr, mais disons que justement je donne ces tirages, je donne également ces tirages en poche. Par exemple, pour Jacques Prévert, j'indique que son plus fort tirage était Parole, n'est-ce pas? Parole était sorti en 1945 et Parole faisait à peu près 1 million, a fait dans l'édition 1 400 000 exemplaires, dont 800 000 en édition de poche. Vous voyez, je parle quand même de vos éditions de poche. Alors justement, c'est pourquoi je voulais revenir un petit peu à Jacques Prévert. Je pense qu'on va peut-être pouvoir nous montrer une édition qui date de 1947 de Parole, qui est une des toutes premières. Parole ne date pas de 1945 comme vous l'avez dit, mais ça a été publié en 1946. Bien entendu, ça contenait des textes écrits par Prévert depuis 10 ou 15 ans. Mais ce que je voulais surtout dire, puisque nous parlons ici des livres de poche, c'est que dans la collection Folio, il existe à peu près toute l'œuvre de Prévert, c'est-à-dire non seulement Paroles, mais Histoire, Fatras, Choses et autres, et Hebdomadaires, qui sont des conversations de Prévert avec un jeune journaliste, André Posner, qui sont très éclairantes pour la personnalité de Prévert. Alors, je voulais maintenant parler tout à l'heure, et nous en revenons à ce que vous disiez, André Bourrin, de deux collections nouvelles-nées qui sont fort intéressantes, parce que ce sont des collections de sciences humaines, ou pour parler plus familièrement, de non-fiction, c'est-à-dire que ce ne sont pas des collections de romans. D'abord, Flammarion lance Chant, dont le premier volume est une réédition du Voltaire de Jean Aurieux, une biographie qui est excellente parce que la malice de Jean Aurieux s'accorde à merveille à l'esprit de Voltaire. Et c'est un livre qui en plus a eu le prix de la critique en 1968. Et pour un écrivain contestataire comme Voltaire, c'était tout à fait adéquat.
La deuxième collection, c'est Pluriel, qui est une sorte de filiale du livre de poche et qui publie, entre autres ouvrages, un livre tout à fait remarquable de Bruno Bettelheim, qui est Le cœur conscient. On avait parlé de Bruno Bettelheim dans l'émission oui, mardi dernier. Exactement. On en a parlé à propos de la psychanalyse des contes de fées, qui est un livre à la fois profond et charmant, qui nous fait pénétrer dans les tréfonds de l'âme du petit poussé et dans le subconscient du petit chaperon rouge. On y découvre des tas de choses. Mais Bettelheim est connu également pour ses travaux sur la psychiatrie de l'enfant, les recherches à propos des troubles psychiques chez l'enfant. Vous savez qu'il a réuni près de Chicago. Il a créé un centre où les enfants autistiques, c'est-à-dire atteints de troubles de la personnalité, peuvent arriver à progresser de nouveau parce qu'il les entoure non seulement de très bons soignants, de très bons thérapeutes, mais aussi d'affection et qu'il les met entre eux, qui créent des conditions tout à fait particulières. Or, les premières observations psychologiques sur l'influence du milieu, Bettelheim les avait faites bien avant et ce qu'on sait assez peu en camp de concentration. Et c'est cette expérience des camps de concentration qu'il raconte d'ailleurs avec une précision tout à fait clinique, avec une très grande pudeur, dans Le cœur conscient. Alors, Le cœur conscient, Bettelheim, il faut le préciser, est né à Vienne. Il a appris la psychanalyse avec les disciples de Freud. Il était d'origine juive, moyennant quoi il a été interné à Dachau puis à Buchenwald en 1937. Et là, il s'est rendu compte, après avoir été donc disciple de Freud, il s'est rendu compte en observant ses codétenus que les mauvais traitements des SS, la faim, les tortures et les coups agissaient très différemment sur les détenus. C'est-à-dire que certains réagissaient très mal et devenaient très vite des loques humaines, tandis que d'autres résistaient. C'est là qu'il a compris quelle était l'influence du milieu sur le caractère et la personnalité. Alors, qu'en est-il advenu pour lui? Lui a résisté en faisant des observations qu'il essayait de mémoriser puisqu'il ne pouvait prendre aucune note. Et puis, il est arrivé tout de même une sorte de miracle. Il faut dire que les camps avant 1939-40, c'est-à-dire avant la guerre, où il y avait surtout des Allemands, étaient très durs, mais d'un régime tout de même moins dur par rapport à ce que c'est devenu après. C'est ainsi que Bettelheim a pu être libéré. Aussitôt, il a gagné les États-Unis. Et là, il est arrivé tout de même une chose assez étonnante. À peine aux États-Unis, en 1941-42, il a consigné toutes ses observations. Et il a cherché à les faire publier et personne n'a voulu les accepter parce que personne aux États-Unis ne voulait croire ce qu'il racontait. Alors je rappelle le titre, c'est Le cœur conscient de Bruno Bettelheim dans la nouvelle collection Pluriel. Merci André Jobert. Merci Jacques Jobert, pardon, excusez-moi, je vous demande pardon. Merci André Bourrin. Merci également à Dominique Frémy. Après des choses graves, je vais essayer de parler de choses plus légères. Je sais, André Bourrin et tout le monde le sait, que vous êtes un passionné de littérature, mais vous êtes également un passionné de dessin animé. Ça ne vous gêne pas si je dis que vous êtes resté comme moi un grand enfant? Mais parfait. J'espère bien. Eh bien, nous allons regarder ensemble un dessin animé, un personnage que vous connaissez bien, puisque c'est Little Roquefort dans La Menace. Merci, Poussy. Je vais revenir tout de suite et je te rapporterai une surprise qui te fera plaisir, Roquefort. Faire une surprise et toi tu vas le laisser tranquille, hein? C'est pour qui cette surprise? Toi ou lui? Alors, qu'est-ce que t'attends?
pourrait-on dire? Un salon de l'artisanat. Un salon de l'artisanat, voilà. Exactement. Oui. Alors, Monsieur Didion, vous êtes secrétaire général du syndicat d'initiative et vous participez à l'organisation de ce salon, je suppose? Au sein d'une équipe, j'organise exactement ce salon de l'artisanat qui va grouper 140 artisans. Et à Nogent, ce sera un petit peu la fête, parce que qui dit artisanat, dit couleur, dit féerie, etc. Et vous êtes venu avec un artisan, un sculpteur? Et je suis venu avec un de nos plus anciens exposants, qui est M. Francis Migin. Monsieur Francis Migin, vous voulez avoir la gentillesse de prendre votre petite besace qui est à vos pieds, et pendant que je vais poser quelques questions à Monsieur Didion, vous allez sortir vos objets sculptés. Alors, ce salon regroupe combien d'artisans? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous regroupons 140 artisans. 140. Qui représentent un peu toutes les disciplines de l'artisanat. Lesquelles particulièrement? Qu'est-ce qu'il y a de très intéressant? Ce qu'il y a de très intéressant, c'est la sculpture, qu'elle soit sur ivoire comme celle que présente M. Mijon, qu'elle soit sur bois. Il y a également des personnes qui présentent un peu tous les métiers qui touchent au textile, les licendiers. Nous aurons des métiers à tisser, nombreux. Nous aurons des exposants d'un peu de toutes les disciplines. Et ce salon regroupe environ une quarantaine de métiers différents. Des peintres sur soie, comme ceux qui se sont présentés cet après-midi. Alors, est-ce que ce salon a lieu dans le fameux pavillon de Baltard qui a été reconstruit là-bas à Nogent-sur-Marne? Alors là, c'est un mariage absolument extraordinaire. Parce que pour la première fois cette année, et pour la première exposition, le pavillon Baltard réédifié va abriter les artisans. Alors je crois qu'on ne pouvait pas rêver de cadre plus prestigieux que de revoir ces anciennes halles où nous allons regrouper tous nos amis. Alors est-ce que ce salon a lieu tous les ans et il y a lieu depuis combien de temps? Ce salon de l'artisanat à Nogent-sur-Marne, je l'avais créé il y a 9 ans. Et il avait lieu d'année en année à Nogent-sur-Marne. Et il a pris une expansion constante. Alors, est-ce que c'est l'occasion d'une grande fête? Vous me parliez tout à l'heure d'une sorte de fête. Est-ce que c'est vraiment la fête? Oui, c'est un peu la fête. Parce que, je sais, Nogent a une réputation de ville de fête. Mais, principalement, nous avons pensé qu'en alliant ce pavillon Baltard et ce salon de l'artisanat, il était utile de recréer un petit peu l'atmosphère perdue des halles. Et allons un peu plus loin jusqu'au Pont-Neuf. Et vous n'ignorez pas qu'autour de ce pavillon Baltard, il y a un square du Vieux-Paris qui s'efforce qui regroupe notamment un petit peu tous ces paysages et tout ce qui faisait le charme du Vieux-Paris. Alors nous avons pensé à des... entre autres, avec des artisans, nous avons pensé à des avaleurs de sabre, nous avons pensé à des cracheurs de feu, nous avons pensé à des groupes folkloriques. Oui, c'est bien, on est un peu loin de l'artisanat. Mais c'était un peu pour donner une certaine animation. Non, pas encore en faisant de la tapisserie. Désormais, un briseur de chaîne. Un briseur de chaîne, oui, mais ça fait partie des exploits, enfin des exploits qu'on a l'habitude quand même de voir dans les cirques. Ça fait partie un petit peu du pays de Nogent et de la fête qui règne à Nogent. Par contre, moi ce qui m'intéresserait de savoir, est-ce qu'à Nogent-sur-Marne, vous êtes prêt à recevoir des artisans comme Christiane Magnan, comme par exemple un Dosier qui fait de la vannerie, comme Monsieur Séguineau qui est un jeune sculpteur. Mais c'est notre motivation première que de recevoir les artisans. Leur permettent en quelque sorte de présenter au public les meilleurs de leurs productions. Bon, alors pour cette année, les inscriptions sont closes, j'en suis sûr, mais pour l'année prochaine, est-ce qu'on peut vous écrire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, alors on peut écrire à l'Office de tourisme syndicat d'initiative qui réorganisera l'année prochaine, alors à ce moment-là, son 10e salon de l'artisanat. Alors, j'ajoute aussi une chose, l'entrée est libre. Et le salon a lieu tous les après-midi. Entrée gratuite à partir de quelle heure? Alors, entrée gratuite de 13h30 à 20h et 2 nocturnes, les samedis 16 et les 23. C'est une bonne idée les nocturnes. Pourquoi vous ne faites pas les nocturnes plus souvent? Les Parisiens sont fatigués, disons un peu. Oui, mais ceux qui travaillent tard, ils ont peut-être envie d'aller voir comme ça. Alors c'est pour ça que cette année, nous avons un peu retardé l'heure de fermeture du salon, qui accueillera jusqu'à 20h, nous l'espérons, de très nombreux visiteurs, car les artisans, vous le savez comme moi, le méritent. Très bien. Alors, l'artisan que vous êtes, le sculpteur que vous êtes, mais combien de temps, par exemple, pour faire une pièce comme celle-ci? On va les montrer, hein. Il faut bien les montrer à la caméra. Voilà, c'est très joli. Bien, pour faire une pièce comme celle-ci, il faut compter environ 3 bonnes journées. 3 jours? Oui, c'est variable selon les sujets, évidemment. Et qu'est-ce que vous faites en général? Vous ne faites que des chinoiseries? Non, ce ne sont pas des chinoiseries. Non, c'est pas une chinoiserie, ça. Écoutez, monsieur, si ce ne sont pas des chinoiseries, c'est que vraiment, j'ai pas les yeux en face des trous. Ah, vous ne les savez pas en face. Écoutez, ils ont les yeux bridés, ou alors je n'y comprends plus rien. Non, ce sont des gueux.
Ce sont des mendiants, des Ils n'ont pas les yeux reproductions bridés. non. Ah, ils n'ont pas les yeux bridés, me dit-il. Ce sont des reproductions Allez, je vais pas prendre la foule à de témoin Callot. quand même. Ce sont des reproductions de gravures de Callot, enfin inspirées de gravures de Callot, qui était un graveur du XVIIe siècle. Et votre inspiration, vous allez donc la chercher chez C'est transposé chez évidemment, Callot. puisqu'il s'agit de gravures et que je fais de la sculpture. Mais est-ce que vous faites des choses originales? Oui, aussi, mais enfin, vous n'en assez avez peu. pas, Je là. suis un peu spécialisé dans le genre ancien, dans la copie d'ivoire ancien. Et sans indiscrétion, ça se vend bien, je veux dire, il y a beaucoup Ça de se vend gens assez qui... bien, oui. Ça ira par nos gens où je touche le public, je travaille pour des boutiquiers. Monsieur Migin, je vous remercie. Monsieur Didion, je vous remercie également. Rendez-vous donc, je le rappelle, du 16 au 24 avril de cette année, naturellement, à Nogent-sur-Marne. Et puis, je voudrais également remercier très rapidement tous ceux qui ont participé à cette émission. Je me tourne du côté de Christiane Magnan. Merci pour votre travail, parce que je crois que vous avez beaucoup de talent et vous méritiez de faire le générique de cette émission. Je remercie également Brindozier. Brindozier, vous n'avez pas de micro, donc il vous sera difficile de me répondre, à moins que vous vous approchiez là, pour me dire simplement si vous repartez ce soir sur Tauvenet ou si vous restez un petit peu faire la fête sur Paris. Nous l'accueillons à Nogent. Je vais faire la fête. Vous allez faire la fête? Oui. Voilà, eh bien, monsieur Didion qui vous donne déjà rendez-vous à Nogent-sur-Marne, éventuellement. Je voudrais remercier également Robert Séguineau. Merci pour vos sculptures également, pour votre talent. Et puis, Jean Perrier, j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver à travers... pas d'autres aventures, surtout pas, vous m'interdisez ce mot-là, d'autres explorations. De récits d'exploration. Il y a quelque chose qui se prépare là? Oui, pour la fin de l'année. Quoi rapidement? Peut-être un long métrage qui sera destiné à montrer au public ce qu'est l'exploration. Je pense qu'à présent on n'en a pas assez parlé. Et puis un livre. Oui. Bon, beaucoup de choses en prévision. Oui. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous tous également d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, nous partirons dans les Cévennes avec, vous verrez, des gens, je crois, exceptionnels. Le premier, eh bien, ce sera Jean-Pierre Chabrol, un vrai Cévenol. Et puis, il y aura également l'abbé Afflaté, également un vrai Cévenol, et l'académicien André Chanson. Je crois que, là encore, pendant eh bien, 2 ou 3 heures, vous aurez la possibilité de rêver. On va rêver encore pendant quelques minutes en compagnie de Yves Simon. Yves Simon qui va nous interpréter une dernière chanson, Les Gauloises Bleues. Yves Simon. On fumait les Gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. La la la. Les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de Laine, parfois je voyais Verlaine. La la la. Les jours, et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps, nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Les beaux jours, oh, les beaux jours. Dylan cultivait sa terre dans la Nouvelle-Angleterre. La la la, les beaux jours. Jefferson Airplane s'installait à la présidence, car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutique à musical au boulevard du rock'n'roll. La la la, les beaux jours. Le temps a passé, court-circuité les amplis. Bruno maintenant joue l'accordéon dans les rues de Clichy. Oh, les beaux jours. Oh, les beaux jours. Boris inventait le jazz tous les soirs au bal des Las. La la la, les beaux jours. Et sa trompinette mettait le feu au lampion. Duke Ellington arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait les Gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. La la la, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. La la la, la la la, la la la,
Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames,